Plusieurs scandales ont récemment mis en lumière les pratiques révoltantes de Facebook et autres réseaux sociaux, à tel point qu'on peut se demander si la démocratie peut vraiment survivre face aux dérives du numérique. Pour en parler, nous recevons Fabrice Epelboin. Fabrice, je suis très heureux de te recevoir sur Elucide. Tu es entrepreneur, tu es également enseignant, spécialisé en géopolitique du cyberespace, et tu t'intéresses beaucoup aux réseaux sociaux en général, à Facebook en particulier. Facebook qui est dans l'actualité puisque il y a quelques jours, la lanceuse d'alerte Frances Haugen a été auditionnée par le Sénat et par le ministre. Qu'as-tu pensé de ces révélations? En quoi ont-elles consisté? As-tu été surpris? Non, du tout. Ces révélations n'ont rien de surprenant pour les gens qui s'intéressent au côté obscur de Facebook. En tout cas, jusqu'ici, elle a probablement encore des billes et on va peut-être être surpris, mais en tout cas, à ce stade, rien de surprenant. Ce qui m'a surpris, c'est le professionnalisme de la fille. On est sur une nouvelle génération de lanceurs d'alerte. Ça n'a rien à voir avec Edward Snowden qui avait improvisé une cavale, se retrouver en Russie alors que c'était pas vraiment son intention de départ et malgré tout était vraiment dans l'improvisation. Là, on est dans du grand professionnalisme. Elle est encadrée, elle a des RP, des avocats, des ONG. C'est très préparé et très bien orchestré, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est même une très très bonne nouvelle parce que ça peut faire naître des vocations. Elle a aussi une indépendance financière qui lui est offerte par ses investissements en crypto. Et ça, c'est le cas d'énormément d'employés dans la Silicon Valley. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle. En résumé, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé que Facebook est parfaitement au courant du côté dévastateur qu'ils ont sur les démocraties, sur la psychologie des enfants, sur la montée de la haine, sur la polarisation de l'opinion publique. Encore une fois, des choses qu'on sait, mais quand c'est appuyé par des documents internes d'une entreprise, ça a tout de suite plus d'impact. J'allais dire, j'ai jamais été auditionné par le Sénat pour Mais c'est faux. J'ai été auditionné par le Sénat et l'Assemblée nationale sur ces mêmes sujets, mais ça n'a pas eu le moindre impact, ça n'a pas eu la moindre conséquence. Alors que là, il y a une vraie possibilité, alors non pas pour que la France légifère, parce qu'on n'a aucun pouvoir sur ces entreprises-là, elles sont largement supérieures à des nations comme la France, ou même que l'Europe légifère, j'y crois pas un instant, mais au niveau des États-Unis, là, ils ont un réel pouvoir de potentiellement casser Facebook, le démanteler ou le réguler d'une façon ou d'une autre. Et là, pour le coup, ils vont avoir beaucoup de difficultés à ne pas le faire. D'autant plus que c'est les démocrates qui sont au pouvoir en ce moment. Donc il y a un vrai momentum et il est permis d'espérer que les Américains fassent quelque chose. On va développer ces différents points que tu as soulevés. Pour toi, quel est le principal problème que pose Facebook? Ou les problèmes, parce qu'il y en a beaucoup. Le principal problème, c'est la polarisation de l'opinion. La haine, c'est même pas un effet de bord, c'est un effet de surface. C'est la partie émergée de l'iceberg. La réelle problématique que Facebook a posée aux opinions publiques de quasiment tous les pays, c'est cette polarisation. On est passé d'une opinion publique qui, grosso modo, était en mesure de faire un consensus dans la plupart des démocraties du monde, à une opinion publique qui est tellement polarisée qu'il n'y a plus de consensus possible. On est aujourd'hui dans des opinions publiques, en France comme dans la plupart des autres grandes démocraties, où c'est eux contre nous, quel que soit le camp. Là, en ce moment, en France, c'est Zemmour, l'affreux facho, contre les gentils progressistes qui sont gentils. Et c'est comme ça partout. Et ça, c'est l'un des effets d'une algorithmie qui, à la base, était faite pour faire du pognon. Elle n'a jamais été pensée pour avoir cet effet sur la démocratie. Mark Zuckerberg s'est pas dit « je vais détruire les démocraties parce que j'ai cette capacité ». Il s'est dit « je vais mettre en place une algorithmie pour brasser de l'information entre des êtres humains dont l'objectif, ça sera de faire le maximum d'argent possible en accaparant le maximum de temps de cerveau disponible ». Et l'effet de bord de ça, c'est cette polarisation d'opinion publique. Et manque de peau, ce qui fait passer le plus de temps, c'est cette fameuse haine. Alors haine, c'est un terme générique qui ne veut pas dire grand-chose, mais grosso modo, c'est le fait de te faire réagir avec des sentiments négatifs vis-à-vis d'une publication, vis-à-vis d'un contenu avec lequel tu vas interagir, et ça va te faire passer du temps sur la plateforme. C'est aussi bête que ça. Il y a une rencontre entre cet algorithme
et une société ou des sociétés qui fait que, manque de peau, Facebook arrive à un moment un peu critique dans l'histoire de nos sociétés, une période un peu de fin du monde qui est non pas liée aux GAFAM pour le coup, mais plutôt à des problématiques écologiques, où les gens sont pas dans on n'est pas dans les 30 glorieuses, quoi. On est un peu dans l'opposé des 30 glorieuses. Si Facebook était arrivé pendant les 30 glorieuses, il est très vraisemblable que les effets induits auraient été totalement différents. Mais là, Facebook arrive dans... Fin du monde, c'est excessif, hein. Mais en tout cas, la fin d'un monde. Ça résonne de façon excessivement angoissante, pathogène et très destructive pour nos démocraties, qui sont basées sur le consensus. S'il n'y a pas de consensus possible, il n'y a pas de démocratie possible. Donc avec cet algorithme, il n'y a pas de démocratie possible. D'autant que l'algorithme a été modifié il y a quelques années. Tu peux nous expliquer ce qu'ils ont fait, pourquoi, quelles étaient les conséquences ? En 2018, on est avant l'affaire Cambridge Analytica, Donald Trump est arrivé au pouvoir, et Mark Zuckerberg, qui évidemment comprend très bien tout ça, se dit que finalement, il pourrait être le prochain président des États-Unis et que si Donald Trump a réussi à s'accaparer le clan des républicains, après tout, un brillant cerveau et un grand entrepreneur de la Silicon Valley pourrait tout à fait faire la même chose avec les démocrates. Et donc, il commence une tournée dans les États-Unis, façon campagne présidentielle, qui durera quelques mois, parce qu'il a un peu autre chose à faire quand même. Et à la fin de cette tournée, qui se passe essentiellement dans le centre des États-Unis, chez les rednecks, il décide qu'il va changer l'algorithme de Facebook pour faciliter les relations sociales avec les proches et retisser un lien social de proximité. Ce qui ressemble à un programme politique et ressemble à un slogan politique qui, habituellement, n'a pas la moindre conséquence parce qu'ils ne sont pas mis en application, et puis surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens de le mettre en application. Sauf que lui, il a vraiment les moyens de le mettre en application. Donc il change l'algorithme, et on passe du jour au lendemain d'un flux d'informations Facebook qui est alimenté par les pages que tu likes et les amis avec lesquels tu interagis fréquemment, à un flux Facebook qui est déterminé par les groupes dans lesquels tu es inscrit et les amis qui sont à proximité géographique. Pas nécessairement ceux avec lesquels tu interagis, mais ceux qui sont proches de toi. Et ça a radicalement changé le climat social dans tout un tas de pays, dont la France. On se souvient par exemple qu'à l'époque, il y a commencé à avoir des émeutes au Liban, au Chili, mais en France avec les Gilets jaunes. Et tout ça, c'est l'effet de cet algorithme. C'est l'effet que tout d'un coup, pour ce qui est de la France, les gens qui en avaient ras-le-bol de se faire flasher, parce qu'à l'époque, on est passé de 90 à 80 km/h en limite de vitesse, les gens qui se faisaient flasher, qui se retrouvaient sans permis et avec un compte en banque vide, tout d'un coup, leur colère résonnait avec le voisin d'à côté qui était exactement la même problématique. Et cette colère a explosé dans des régions où les gens utilisent massivement leurs bagnoles, c'est-à-dire ces fameuses zones périphériques où sont nés les gilets jaunes. Au Chili, ça a été d'autres phénomènes, au Liban, d'autres phénomènes, et il y a eu en tout une quinzaine de pays dans lesquels ça a pété comme ça suite à ce changement d'algorithme. Et ça donne quand même une idée de la puissance de feu qu'a Facebook, où en changeant quelques variables, tout d'un coup, paf, ça pète un peu partout. Mais à l'origine, je suis totalement convaincu que c'était une intention tout à fait positive de la part de Mark Zuckerberg, qui pensait vraiment que, en recréant du lien social de proximité, naturellement, ça allait faire du bien. La réalité, c'est que dans des zones où vraiment il y avait de la colère et que cette colère était géographiquement bien localisée, ça a créé du vrai lien social, là où typiquement dans les zones périurbaines, il avait été détruit. On avait détruit les commerces de centre-ville au profit de zones industrielles avec des supermarchés, donc ça avait détruit tout un tas de vie sociale dans tout un tas de zones de France, et tout d'un coup, Facebook les a recréées, et elles se sont matérialisées sur les ronds-points qui, à défaut d'avoir une place de village, ont fait office de lieux de socialité. Donc ça donnait des choses très positives, il s'est passé des choses incroyables sur ces ronds-points, mais évidemment, ce qui liait ces gens, c'était une colère. C'est très caractéristique de ce que Facebook est en mesure de faire. Il y a ces conséquences sociales, mais il y a aussi des conséquences politiques. Tu as cité Cambridge Analytica. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et ce qui s'est passé autour de cette Cambridge Analytica, entreprise ? c'est le nec plus ultra à ce jour de l'astroturfing, c'est-à-dire l'art et la manière de manipuler l'opinion publique. C'est un algorithme qui va servir à profiler chacun d'entre nous en fonction de caractéristiques psychologiques, introverti, extraverti, c'est un peu plus sophistiqué que ça, mais
Il va classer les gens en fonction de caractéristiques psychologiques, puis il va les classer selon des modèles de ciblage publicitaire classiques. Et à partir de là, il va leur envoyer des messages qui vont, on va dire, empoisonner leur flux d'informations, de façon à faire ce qu'on appelle un nudge en psychologie cognitive, c'est-à-dire à typiquement faire s'abstenir des électeurs qui auraient voté Hillary Clinton, ou à faire voter Trump des gens qui, en temps normal, étaient certes républicains, mais n'auraient pas voté Trump parce que, à l'époque, pour beaucoup de républicains, Trump, c'était complètement impensable, beaucoup trop grossier, et c'était suffisant pour faire basculer un système démocratique qui, aux États-Unis comme ailleurs, se joue souvent à 51-49 ou 52-48. Donc, si on est capable de manipuler les quelques pourcentages qui font cette différentielle entre le gagnant et le perdant dans une démocratie, on peut faire basculer le sort d'une élection. Et Cambridge Analytica a utilisé ces algorithmes incroyables pour faire ça, avec tout un tas d'autres dispositifs, typiquement l'armée des trolls russes qui elle-même a tout fait pour cliver, diviser la société, polariser l'opinion, et donc utiliser cette polarisation naturelle des algorithmes de Facebook pour accélérer le phénomène. Elle a joué un rôle de catalyseur. Il y a eu une psyops israélienne qui a fait rigoureusement la même chose, qui a fait beaucoup moins de bruit que l'armée des trolls russes, mais qui avait rigoureusement la même technique. Tout ça a donné le climat actuel aux États-Unis, avec un clivage, une polarisation de l'opinion publique absolument extrême, mais qui sont guère en avance de 5 ans sur nous. Et puis l'élection de Donald Trump, que personne n'attendait, parce que tout le monde s'imaginait que les Américains sont comme des êtres de raison, ils ne vont pas élire ça à la tête de l'État. Eh ben si. Et là, on est nous-mêmes, à notre tour, dans une année d'élection présidentielle, avec une polarisation qui est assez comparable finalement à ce qu'était l'opinion publique américaine il y a 5 ans, et avec des candidats qui sont tout aussi improbables que l'était Donald Trump il y a 5 ans. Donc on est dans la même situation que les Américains il y a 5 ans. Est-ce que on va avoir un Cambridge Analytica ? Pour l'instant, il n'y a rien qui permet d'imaginer que ça soit le cas, mais ça serait quand même rudement étonnant qu'on n'ait pas droit à ce genre d'opération. Peut-être pas aussi sophistiqué que Cambridge Analytica, mais qu'on n'ait pas le droit à ce genre d'opération, ne serait-ce que venant de l'interne. Je serais épaté qu'on n'y ait pas droit. Il y avait qui derrière Cambridge Analytica ? Alors derrière Cambridge Analytica, tu as un triumvirat passionnant qui est composé de grands génies de la chose technique. Tu as Steve Bannon, qui tout aussi white suprémaciste, affreux facho qui soit, reste un petit génie, qui a été vice-président de Cambridge Analytica, qui a fait fortune dans les médias, qui est quelqu'un qui vraiment comprend très très finement l'art de la propagande et qui a été capable de réinventer la propagande à l'aide d'outils techniques, et non pas d'utiliser des outils techniques pour améliorer la propagande existante. C'est pas du tout le même process. Tu as Robert Mercer, qui est le milliardaire fou qui a financé la campagne de Trump. Au départ, Robert Mercer, c'était le milliardaire qui était derrière Ted Cruz. Et puis Ted Cruz s'est fait battre par Trump dans les primaires républicaines. Donc Mercer est allé voir Trump en disant « Écoute, je finance ta campagne, ça ne te coûtera pas un sou, mais par contre, tu prends mon équipe. » Et dans l'équipe, il y avait évidemment le fameux Steve Bannon. Donc Trump, qui lui n'avait absolument pas l'intention de gagner et n'imaginait pas gagner un instant, c'est du super, je vais faire des économies, allons-y. Et c'est récupéré l'équipe de campagne de Robert Mercer. Et Robert Mercer, on a souvent tendance à dire « Ouais, bon, c'est un milliardaire qui finance un politique américain. » Finalement, c'est classique. En plus, c'est un vilain facho, c'est vraiment white suprémaciste. C'est une caricature. Mais en fait, il est beaucoup plus intéressant que ça. Robert Mercer, avant de faire fortune dans les fonds d'investissement, il a travaillé chez IBM et il a contribué à mettre au point ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc il fait partie des pères de l'intelligence artificielle. Il a travaillé sur des algorithmes qui typiquement aujourd'hui sont utilisés par tout le monde dans des outils comme Google Translate. Et ensuite, il s'est dit, tiens, si j'appliquais ça au trading. Et ça a marché. Il est devenu richissime, essentiellement avec du trading algorithmique et avec cette capacité qu'ont ces algorithmes d'intelligence artificielle d'anticiper l'évolution d'un système. Donc forcément, pour faire du trading, c'est extraordinaire. Il est devenu incroyablement riche. Manque de peau, c'est vraiment dans ce qu'on trouve dans l'extrême droite américaine, quelque chose de à la fois caricatural et assez abject. Et puis, il a mis sa fortune au service de ses idées,
ce qui pour le coup est assez classique chez les milliardaires américains et français. Ouais, français, c'est en train de se développer quand même. Oui, non, c'est finalement assez classique chez la plupart des milliardaires. Et il a trouvé dans Trump le jouet idéal, à défaut d'avoir Ted Cruz, il a trouvé dans Trump le jouet idéal, parce que Trump était à la fois assez malléable, pas si facile à convaincre que ça sur Cambridge Analytica. Au début, Trump n'y croyait pas un instant, ça lui paraissait complètement fantaisiste. Steve Bannon l'a convaincu en disant écoute, on va faire un test. Je vais faire une démo, et si la démo marche, on utilise cette techno. Et Trump a dit ok, banco, c'est quoi ta démo? La démo, c'était le Brexit. Et donc, ils ont utilisé Cambridge Analytica pour le Brexit. C'est d'ailleurs là où le scandale a commencé à péter. Et ça a remarquablement bien marché sur le Brexit. C'est d'ailleurs pour ça que Trump s'est impliqué à ce point dans la campagne du Brexit. Et étant donné le succès massif de la campagne du Brexit, il s'est dit, bah ouais, super, on va utiliser ça pour ma campagne. Ils ont fait quoi en fait? Ils ont polarisé l'opinion Polariser l'opinion publique, nudger les profils qui sont identifiés comme étant nudgeables. C'est-à-dire qu'on ne va pas perdre de temps. Dire nudgeable? Nudgeable, c'est donner un petit coup, mais gentil, pour t'accompagner dans un sens ou dans un autre quand tu es vacillant. L'exemple type du nudge, c'est les pissotières dans l'aéroport je crois que c'était Amsterdam, où les pissotières dans les aéroports, ça engendre des frais d'entretien monstrueux, parce que les garçons sont des porcs et pissent partout. Et à un moment, il y a un psychologue qui s'est dit, on va mettre une petite mouche en plastique juste au bon endroit, de façon à ce que les garçons visent la mouche en plastique. Et ça divisait par 2 les frais d'entretien des toilettes dans l'aéroport. C'est ça le nudge. C'est mettre un petit machin, un petit truc qui va t'orienter dans la bonne direction, dans la direction dans laquelle on veut que tu ailles, de façon à obtenir un avantage. Alors là, c'était pour diminuer les frais d'entretien des toilettes d'un aéroport, mais on peut faire ça sur une myriade de choses, et c'est utilisé partout. Macron, pour gérer le Covid, a fait appel à des cabinets spécialisés dans le nudge, et puis certainement pas que pour gérer le Covid. C'est vraiment l'art et la manière d'influencer en douceur, subtilement, discrètement, les prises de décision. Là, en l'occurrence, pour une élection. Donc, pour ce qui est de Cambridge Analytica, on va identifier les gens qui sont susceptibles de passer d'un vote d'opposition à ce que tu veux leur faire voter à une abstention. Et ceux-là, on va les pousser vers l'abstention. Et puis ceux qui sont pas tout à fait convaincus de voter pour toi, mais qui sont pas très loin, on va gentiment les faire voter pour toi, et on va éviter de perdre du temps avec les autres, parce que quelqu'un qui, de toute façon, est un fan d'Hillary Clinton, il va voter Hillary Clinton, c'est pas la peine de perdre du temps, de l'argent, parce que il faut investir du ciblage publicitaire sur ces gens-là. Et c'est assez efficace. Alors après, relativisons les choses, pour être absolument affirmatif et scientifique sur ce truc-là, il faudrait faire un échantillon test, et ça n'a jamais été fait jusqu'ici. On ne peut pas mesurer exactement, mais on voit que ça accompagne un mouvement. Mais très clairement, non seulement Cambridge Analytica a un historique d'avoir piraté des dizaines et des dizaines d'élections dans tout un tas de pays, mais là, très clairement, entre le Brexit et Trump, clairement, il s'est passé un truc. Donc c'est assez tentant d'en accorder une partie du crédit, en tout cas, à Cambridge Analytica. Et puis, n'oublions pas les armées de trolls, qu'elles soient russes ou israéliennes, qui ont aussi joué un rôle pour diviser, cliver, polariser, de façon à générer un climat social extrêmement anxiogène qui lui aussi était favorable à l'élection de quelqu'un comme Trump. Et pour finir sur Cambridge Analytica, très rapidement, le troisième? Le troisième, c'est notre ami Peter Thiel. Alors Peter Thiel, c'est un des grands génies de la Silicon Valley, c'est un mec qui est proprement génial. Hein. Là encore, d'un point de vue éthique, pas recommandable, hein, mais on peut être très peu recommandable et malgré tout être un génie. Peter Thiel, il a monté PayPal avec Elon Musk. Il a revendu PayPal à eBay pour 4-5 milliards à la fin des années 90, je me souviens plus. Enfin, il est devenu richissime et c'est devenu l'un des grands financiers de la Silicon Valley. Donc, il a financé une quantité faramineuse de choses. Il a lancé ses propres sociétés. Il a fondé une société dont on parlera, qui s'appelle Palantir. Mais il a aussi investi dans tout un tas de jeunes startups auxquelles il croyait, dont Facebook. Ça a été le premier financier de Facebook. Et ça a été, et c'est toujours, un coach de Mark Zuckerberg, un mentor et un ami de Mark Zuckerberg. Tu as cité le mot astroturfing tout à l'heure, dont tu es un spécialiste. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'astroturfing?
Alors, un exemple récent et français, c'est les déboires de la force Barkhane au Mali. Fin de l'année dernière, Facebook a démantelé 2 groupes de faux profils, fausses pages, faux groupes sur Facebook. L'un étant opéré par la fameuse armée des trolls russes, l'Internet Research Agency, et l'autre attribué à l'armée française. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a énormément d'informations qui nous permettent de comprendre un peu ce qui s'est passé. Ces groupes sont impliqués dans tout un tas de pays africains, mais c'est sur le Mali que c'est vraisemblablement le plus intéressant et le plus efficace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Russes, à travers l'Internet Research Agency, ont commencé il y a plusieurs années à non pas faire naître un sentiment anti-français au Mali, et il était très certainement déjà présent, mais souffler sur les braises de façon à ce que ce sentiment anti-français prenne de l'ampleur et de plus en plus d'ampleur. Et l'armée française, qui a dû voir à un moment qu'il y avait un léger souci, a commencé une opération pour contrer ces trolls russes. Et ils ont fait quelque chose qui est finalement assez similaire à ce qu'on observe en France, c'est-à-dire du debunking. L'essentiel de leurs efforts ont porté sur débunker ce que racontait l'armée des trolls russes, avec des moyens assez pitoyables par rapport aux trolls russes. Ça veut dire que l'armée française débute là-dedans. Vraiment, on a pris le train plus qu'en marche. On a pris le train 10 ans après les Américains. Et ils ont essayé de faire un peu ce que font les décodeurs ou tous ces chasseurs de fake news, mais sur le territoire malien. Et ça n'a pas plus marché que les décodeurs sur les territoires français. Ce qui fait qu'au final, c'est quand même le sentiment anti-français qui a le mieux marché. Alors, les Russes avaient quand même une certaine facilité, c'est que personne connaissait les Russes au Mali, donc personne se méfiait particulièrement des Russes au Mali, et tout le monde connaissait évidemment les Français au Mali, et il y avait très certainement déjà un certain sentiment anti-français. Donc les Russes, évidemment, c'est plus facile de souffler sur des braises que d'éteindre un incendie. Mais toujours est-il que les Russes ont merveilleusement bien allumé l'incendie, et que la force Barkhane, aujourd'hui, petit à petit, est en passe d'être remplacée par le fameux groupe Wagner. Ce qui est assez drôle, c'est que on trouve des fondateurs en commun entre l'armée des trolls russes et la force Wagner. Tu as parlé plusieurs fois de ces usines à trolls russes. Tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi russe? Ça n'existe pas ailleurs ou est-ce qu'on leur attribue pas trop de choses aussi? Non, vraiment, ça fait partie du génie russe de transformer du plomb en or. Les Russes, typiquement, ont des forces cyber respectables, mais à la hauteur de ce qu'est la puissance russe, c'est-à-dire pas grand-chose. La Russie, c'est quand même le PIB de l'Espagne, donc ils arrivent avec le PIB de l'Espagne à être une puissance mondiale, ce qui finalement est très proche de ce que disait De Gaulle. De Gaulle a quand même payé à la France une place de première, alors que fondamentalement, la place de la France était plutôt en seconde au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et Poutine arrive à faire la même chose. Donc, pour les forces cyber, typiquement, il y a une relative bienveillance envers tout un tas de cybercriminels en Russie qui ont pignon sur rue et absolument aucun problème avec la police, si tant est qu'ils n'emmerdent pas les Russes, les entreprises russes ou des alliés de la Russie, mais s'ils vont aller rançonner ou pirater des gens qui ne sont pas des alliés de la Russie, on ferme des yeux. En contrepartie, le jour où on a besoin d'eux, vont participer à l'effort de guerre russe. Et ça permet à la Russie d'avoir une force cyber considérable, bien supérieure à ce qu'elle aurait si elle devait la financer elle-même. Donc c'est pas con du tout. C'est vraiment pas con du tout au regard des faibles moyens financiers de la Russie d'avoir eu cette approche-là en cyber. Et pour ce qui est de l'astroturfing, ils ont une approche qui est également pas con du tout. Là où les Israéliens, typiquement, vont te mettre des gens extrêmement qualifiés et donc forcément très chers sur des opérations très pointues où, grosso modo, dans l'équipe, le mec qui a 2 doctorats, c'est celui qui porte les cafés. Les Russes vont te mettre des call centers entiers de gamins qui ont un profil quand même pas du type Sciences Po, fraîchement émolu de Sciences Po, à faire une myriade d'opérations dont la plupart vont être foireuses, mais sur la masse, ça va quand même faire son effet. À droite, à gauche, on aura des bons, et puis ils seront en mesure de repérer les bons, de les mettre en valeur, de leur confier plus de responsabilités. Donc ils ont un effet de masse. Ils isolent évidemment tout ça en compartiments étanches, de façon à ce que si une opération se fasse griller,
tout le bateau ne coule pas. Et là encore, c'est très très malin au regard des moyens. Et c'est une utilisation très intelligente des faibles moyens, malgré tout, que la Russie met là-dedans. Et donc, on leur attribue beaucoup de choses, mais objectivement, il y a vraiment de quoi. C'est une vraie force de frappe. Et tu penses que l'influence est si importante ? Oui. Oui, l'influence est très importante. En quoi ils ont plus d'influence que Hillary Clinton qui dépense 100 millions en publicité Facebook aussi Parce que Hillary Clinton, c'est pas ce qu'elle fait. Alors que Vladimir Poutine comprend parfaitement tout ça. Donc on a une différence de compréhension de ce qui est à l'œuvre qui est... c'est pas comparable, hein, Vladimir Poutine et Hillary Clinton. Hillary Clinton, c'est une génération très old school pour qui la technologie est là pour apporter un supplément de performance. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui va non seulement savoir s'entourer, mais il va être capable de comprendre tout ça. C'est quand même un ancien du KGB. Donc il va parfaitement être capable d'intégrer le potentiel de ces technologies et de repenser une stratégie en fonction des technologies. Hillary Clinton ne va jamais repenser une stratégie politique en fonction des technologies. Pourquoi on n'est pas capable de le faire, nous ? Parce qu'on n'a pas des gens qui sont à la tête de l'État et qui sont capables de repenser une stratégie en fonction de technologies. Ils ne comprennent pas les technologies. Les gens qui sont à la tête de l'État français ou qui sont aux commandes de la machine administrative sont dans une approche technologique qui est je veux que ça fonctionne un peu mieux, je veux avoir plus de productivité. Donald Trump a réinventé, enfin surtout son équipe, a réinventé la politique en fonction des technologies. Il n'a pas fait comme Hillary Clinton qui a demandé à ce que les technologies rendent sa campagne plus efficace. Et ce qu'ont fait tous les autres, hein, que ce soit Obama, Macron ou tous les autres avant lui, ils sont dans une approche de la technologie qui est « je veux un gain de productivité avec l'informatique ». Ce qu'on fait depuis les années 60. Là, on fait face à une nouvelle génération de disruption où on réinvente les trucs à partir des technologies. Et ça donne des gains qui sont considérables. Poutine est capable de réfléchir comme ça. Pas Hillary Clinton, pas Emmanuel Macron. Donc ils ne sont pas capables de tirer parti des technologies comme ça, et puis ils ne sont pas capables de repenser leur stratégie politique en fonction des technologies. Ça leur paraîtrait complètement délirant. Et puis surtout, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Les technologies, ils sont habitués à avoir des pitchs, des machins, c'est du vocabulaire qu'on agence pour faire innovation, machin, truc, disruption, intelligence artificielle. Je mets des conjonctions de coordination, je fais une phrase et hop, ça fait un pitch. Là, on a vraiment des gens qui comprennent très très finement le truc. C'est pour ça que Macron se fait pirater son téléphone et pas Poutine ? Bien sûr. Bien sûr. C'est Macron utilisant un iPhone, je me souviens quand la photo officielle est parue où il avait 2 iPhones posés l'un sur l'autre sur son bureau, déjà à l'époque, tous les gens dans la cybersécurité connaissaient très bien Pegasus, quoi. Ça faisait rigoler tout le monde. C'était évident qu'il allait finir par se faire poney, c'est un terme de hacker, piraté par Pegasus. Tu me rappelles cette affaire Pegasus en quelques mots ? Pegasus, c'est le nec plus ultra des logiciels d'écoute ciblés, c'est pas de l'écoute de masse, qui attaquent aussi bien les téléphones Android que les iPhones, mais les iPhones sont quand même en général beaucoup plus sécures que les Android, et qui est capable d'en prendre le contrôle, un contrôle total sur le téléphone, tout ce qui contient, tout. À l'insu de votre plein gré, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas un lien à cliquer, un fichier à télécharger, quoi que ce soit, rien. Ah oui, c'est pas je réponds à un message ou un lien. Que dalle. On rentre ton numéro de téléphone dans un système Pegasus et paf, je prends le contrôle de ton téléphone. C'est super moderne. J'écoute tes conversations, je récupère tes SMS. Récupérer les SMS, c'est à la portée de n'importe qui, mais je récupère tes conversations privées dans WhatsApp, Signal, Telegram, machin, tout. Et tu ne peux rien faire. Absolument rien faire. Il n'y a rien à faire si ce n'est ne pas utiliser un iPhone quand tu es un chef d'État, bordel. Et évidemment, le chef d'État américain n'utilise pas un putain... Enfin, quoique avec Trump... Mais typiquement, il y a une histoire très connue avec Obama. Obama, lui, son téléphone fétiche, c'était le BlackBerry. Il adorait le BlackBerry. Il y a plein de gens qui sont complètement fétichistes avec les BlackBerry. Et il est arrivé élu président, et il dit « Ah non, moi, je vais garder mon BlackBerry ». Et les services de renseignement, ils disent « Non ». Il dit « Ah, je suis président des États-Unis ». Il dit « Ah non ». Mais aux États-Unis, quand les services de renseignement te disent non, tu as beau être président des États-Unis, tu fermes ta gueule et tu obéis. Et du coup, parce qu'il a insisté comme un gros lourd, la NSA lui a conçu un BlackBerry complètement bridé, hybride, rien que pour lui. Donc il avait une espèce de pseudo-BlackBerry, il avait toujours le clavier du BlackBerry, mais bon, il n'y avait pas le quart de la moitié du début des fonctionnalités du BlackBerry à l'intérieur, parce qu'ils avaient tout bridé. Il était connecté au web quand même.
Je sais pas très bien ce que tu es capable de faire sans BlackBerry, mais probablement pas grand-chose. Et ça devait être extrêmement frustrant. Mais quand tu es président des États-Unis, tu obéis à ton service de sécurité. Quand tu es président de la France, ton service de sécurité, c'est Alexandre Benalla. Donc ça se passe pas comme ça. Du coup, forcément, Macron s'est fait pirater comme un gamin. Alors après, a priori, c'est le Maroc qui l'a piraté. Et on ne sait pas très bien ce qu'ils ont récupéré et ce que ça va devenir. Mais ça pourrait réapparaître pendant la campagne, ça serait assez drôle. Mais toujours est-il que utiliser un iPhone pour un chef d'État, c'est totalement stupide et c'est une preuve de stupidité complète parce que c'est évident que les services de l'ANSSI l'ont mis au courant qu'il y avait un danger. Il a juste pas écouté les techos. Dans cette histoire Pegasus, il y a aussi des journalistes qui ont été écoutés de façon assez étrange, soi-disant par le Maroc. On se demande pourquoi. Alors, tout simplement parce que il y a des lois en France, typiquement, qui interdisent de surveiller les avocats, les journalistes et les élus. Donc tu n'as pas le droit, sinon c'est totalement illégal, en tant que service de renseignement français, de surveiller ces gens-là. Le problème, c'est que la façon dont fonctionnent les renseignements, c'est avec des accords de coopération. Donc typiquement, les Américains non plus n'ont pas le droit d'écouter leurs élus, leurs juges, machin. Par contre, rien n'empêche les Hollandais d'écouter des élus américains et de partager les renseignements avec les Américains. Ça, c'est parfaitement légal. On fait tout ça. Les Américains sont fait griller il y a un peu moins d'un an avec les... J'ai peur d'accuser... Je ne sais plus si c'est les Hollandais ou les Danois. Probablement les Danois. Qui écoutaient des câbles sous-marins et qui écoutaient des hauts fonctionnaires, entre autres français, mais aussi allemands et des politiques, pour le compte des Américains. Et c'est comme ça que ça fonctionne, les services de renseignement. On se rend des services les uns avec les autres, on échange des données qu'on va écouter pour le compte de machin, parce que machin, il peut pas légalement, donc il est un peu contraint par son système. Et ces espèces de trucs qu'on appelle démocratie, qui sont censés donner des garanties. Mais en pratique, les garanties, tu les bypasses complètement avec des accords de coopération. Donc ce qui est très vraisemblable, étant donné qu'il y a des très forts accords de coopération entre les renseignements marocains et les renseignements français, c'est que la France, ou quelqu'un d'autre, et sous-traiter au Maroc l'écoute de tout un tas de gens, parce que la France ne pouvait pas se permettre d'écouter typiquement une cible comme Éric Zemmour. Je ne vois pas ce que les Marocains foutent d'Éric Zemmour. Pourquoi ça coûte cher en plus, un Pegasus. Pourquoi dépenser de l'argent pour écouter Éric Zemmour? Alors qu'on imagine assez aisément... Alors qu'il y a CNews. Mais on imagine assez aisément l'exécutif français avoir très envie d'écouter ce que raconte Éric Zemmour. Ouais, parce que c'est pas illégal de sous-traiter finalement. On fait rien qui l'interdit dans la loi de dire au service de renseignement non, vous ne demandez pas des infos. Ça n'existe pas. Dans les renseignements, d'une façon générale, c'est tant que tu fais pas prendre, tout va bien, quoi. Et c'est un peu normal. C'est comme ça que ça fonctionne, les renseignements. Mais finalement, Pegasus a un lien aussi avec c'est une société israélienne qui le vend, mais qui nécessite l'accord du gouvernement israélien pour faire ce genre d'opération. Pourquoi le gouvernement israélien a laissé faire Pourquoi le gouvernement israélien a laissé faire le Maroc? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que le gouvernement israélien ait une vue sur quelles sont les cibles écoutées par le Maroc. Ils ont un accord à donner pour le fait que le Maroc puisse utiliser les logiciels de NSO. Mais ils ne surveillent pas tous les numéros de téléphone, enfin a priori, et jusqu'à preuve du contraire, ils ne surveillent pas tous les numéros de téléphone utilisés par chaque client de Pegasus. Israël a utilisé Pegasus comme un outil diplomatique. Typiquement, à partir du moment où Pegasus a été utilisé par le Maroc a reconnu Israël. Et c'est le cas de tout un tas de pays qui utilisent, comme par hasard, Pegasus. Donc c'est une espèce de prime qu'on va donner à des services de renseignement d'un pays qui accepte de rétablir des relations diplomatiques avec Israël. Ce qui n'est pas idiot. On utilise nous-mêmes les technologies de surveillance qu'on dissémine aux quatre coins de la planète, surtout en Afrique. On l'utilise également pour soutenir une politique diplomatique ou une politique économique. Donc les Israéliens ne sont pas du tout les seuls à faire ça. Par contre, c'est les seuls à avoir des outils aussi redoutables que Pegasus. Mais donc, ils ont donné aussi à des pays, à des dictatures pour espionner leurs opposants. Enfin, ça va jusque-là. Totalement, oui. Ils ont donné à l'Arabie Saoudite, qui a espionné Jeff Bezos avec ça. Il y avait Khashoggi aussi dedans ou pas? Il y avait Khashoggi, oui, bien sûr. Ouais. Puisqu'on est sur les technologies, revenons à Facebook, puisqu'il se passe des choses assez intéressantes en ce moment. Mark Zuckerberg essaye de vendre un concept de métavers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quelles vont être les implications?
Alors, expliquer ce que c'est que les métavers, je vais vous renvoyer à Ready Player One, qui est un film de science-fiction, qui est pas mal, et qui surtout explicite très clairement la vision qu'a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg a diffusé Ready Player One partout au sein de Facebook pour dire, voilà, c'est ça que je veux. Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment. C'est des univers où, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait jouer avec des Oculus, c'est un super Oculus avec des mondes beaucoup plus vastes que ce qu'est Oculus et la capacité de se déplacer d'un monde à l'autre, là où l'Oculus est quand même très très restreinte. Donc il y a encore tout un tas de freins, aussi bien techniques que sociologiques et psychologiques à tout ça, mais c'est l'une des directions les plus prometteuses aujourd'hui pour qu'est-ce qui va se passer après les réseaux sociaux, c'est quoi la suite. Oui, parce que Zuckerberg a changé le nom de la maison mère de Facebook en Meta. Enfin, il est dans cette optique-là. Accessoirement, il avait vraiment besoin de faire un peu de riboulinage auprès de sa marque qui est toute pourrite et toute dégueulassée par tout un tas de scandales bien crades. Donc c'était l'occasion aussi de dire non mais Facebook c'est un département du truc et nous on s'appelle Meta et Meta on est gentil. Ça a duré une semaine avant qu'on s'aperçoive que Facebook avait déclaré qu'ils arrêtaient la reconnaissance faciale, mais en fait, on s'est aperçu que Facebook arrêtait, mais Meta, non. Donc il y a une opération de rebranding et probablement un effet opportuniste de faire cette grande déclaration là, maintenant, où ils sont à l'aube d'un énorme scandale. Ils l'auraient peut-être fait dans quelques mois ou dans un an ou deux s'il n'y avait pas eu Frances Haugen qui avait sorti de la documentation compromettante. Ouais, parce qu'on peut craindre en fait, on poursuive dans la voie de passer finalement de tiens, je vais juste vendre de la pub pour de la lessive à je vends des idées, en fait, et finalement j'impose des idées. On est déjà dans le vendre des idées. Là, le danger des métavers, il n'y a pas dans vendre des idées, on te vend déjà des idées. Comme Etica, on te vend des idées. On t'impose des idées d'ailleurs, puisque bon. T'impose, c'est plus subtil. C'est suggère. Non, c'est beaucoup plus subtil. Hein. Comme Etica, on va vraiment te prendre des gens qui sont à la marge, qui sont susceptibles d'être. On ne va pas te convaincre, toi, que la 5G, ça va te faire pousser des antennes et te transformer en reptilien. Parce que tu es quand même un être sensé et tu sais bien que c'est des conneries. Mais quelqu'un qui est borderline et qui se demande si c'est pas impossible que, lui, on va pouvoir le faire basculer. Et on va surtout pouvoir identifier ces gens-là pour se concentrer sur ces gens-là et pas des gens qui n'y croiront jamais. Là, le danger des métavers, c'est qu'on va truquer ton cerveau, on va tricher avec ton cerveau et lui faire croire à une réalité alternative. Tout ça par une société qui t'a déjà fourgué Cambridge Analytica. C'est terrifiant parce que la société, son manque absolu d'éthique, il est avéré. Et si demain, on lui confie notre cerveau tout entier, on ose imaginer ce qui va arriver, quoi. Mais vraisemblablement quelque chose de terrifiant. Mais justement, on voit que les techniques qu'ils utilisent sont très puissantes. Il y en a une que tu connais particulièrement bien qui s'appelle les mèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer qui les utilise C'est pas utilisé par Facebook. Le mème, c'est vraiment le truc du prolo. C'est l'arme du pauvre. C'est l'AK-47 de la révolution de l'information. C'est essentiellement utilisé, manque de peau, par l'extrême droite, que ce soit américaine ou même française. Essentiellement parce que c'est des gens qui ont souvent été rejetés des médias et donc qui se sont retrouvés dans des univers alternatifs et qui ont été très vite en contact avec ces nouvelles formes d'expression. C'est quelque chose qui est né dans les tréfonds d'Internet, des choses comme 4chan ou Reddit, et qui consiste, quand c'est bien fait, à hacker le cerveau. C'est-à-dire que la transmission normale d'un message, c'est je te raconte quelque chose, et si je suis suffisamment doué, si je sais utiliser ma voix, si j'ai des bonnes métaphores, je vais faire naître non seulement des concepts dans ton cerveau, mais aussi des émotions. Et c'est tout un assemblage subtil entre l'art de poser sa voix, l'art de savoir introduire une idée, l'art de savoir la poser. Mais c'est un fonctionnement auquel ton cerveau est habitué. Tu vas, par exemple, lire un texte. Ce texte va déclencher un processus cognitif qui va faire naître des émotions. Et du coup, tu vas associer des émotions à un concept. Le même va prendre le truc inverse. C'est-à-dire que je vais te coller une image dont je sais qu'elle va déjà déclencher, tu la connais déjà, l'image, ou alors elle est suffisamment forte pour déclencher immédiatement une émotion. Et sur cette image, je vais coller un peu de texte, pas grand-chose. Et je vais profiter du décalage qu'il y a dans ton cerveau entre le moment où tu vas transformer l'image en émotion, qui est un processus qui se compte en millisecondes, et le moment où tu vas lire le texte, transformer le texte en mots, une suite de lettres en mots, et la suite de mots en phrases, et la phrase en sens. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus long. Ça va prendre quelques dixièmes de seconde.
Et quand ce sens mis dans le texte arrivera à ton cerveau, j'aurai déjà mis en place une émotion. Donc j'aurai inversé ce processus. Et du coup, je vais pouvoir te faire associer un concept avec une émotion de mon choix, pas une émotion de ton choix à toi. Et je vais pouvoir complètement truquer ton cerveau et petit à petit le conditionner pour associer telle émotion avec tel concept. Et c'est redoutable, absolument, quand c'est bien fait, hein, parce que 80%, 90% des mèmes que tu peux voir sur Internet sont pas bien pensés de cette façon-là. Mais quand c'est bien pensé en termes de hack cognitif, c'est redoutablement efficace. Et ça a un autre avantage qui a été à l'œuvre dans la campagne de Trump, c'est que, vraisemblablement par l'intermédiaire de Steve Bannon, ils ont incité des millions de militants qui n'avaient pas le niveau pour développer une argumentaire, mais qui comprenaient très bien ces concepts de mèmes, à faire des mèmes pour se foutre de la gueule de l'adversaire, pour vendre les concepts de Donald Trump. Et si tu as des millions de gens qui font des mèmes, 99% d'entre eux te feront de la merde, mais le 1% qui va te faire un truc génial, bah, il va naturellement buzzer, vu qu'il va être repris. Donc tu vois un phénomène naturel de sélection par le buzz, par le retweet, par la republication sur Facebook, qui va sélectionner les meilleurs, qui va les faire apparaître. Et si tu as des millions de gens qui produisent, c'est le même principe que l'armée des trolls russes. Si tu as une grosse masse de gens qui produisent essentiellement de la merde, mais que tu as un processus pour filtrer et extraire le meilleur de tout ça, tu vas avoir quelque chose de redoutablement efficace. Et puis ça va être donc amplifié par les algorithmes dont on parlait tout à l'heure. Et ça va être accessoirement amplifié par les algorithmes, ouais. On a vu que face à ces algorithmes, face à cette propagation de vente d'idées, tu as des propositions législatives qui sont apparues, donc les lois anti-haine, etc. Bon, tu les as dénoncées. Tu peux nous expliquer pourquoi ça marche pas? La haine, il faut bien comprendre que la haine, c'est la partie émergée d'un iceberg. Donc si tu veux lutter contre un iceberg typiquement en enlevant la partie émergée de l'iceberg, ça va pas marcher. Tu vas quand même couler, tu vas quand même te prendre l'iceberg. Donc c'est complètement idiot, ça n'aborde pas le problème dans son entièreté, ça aborde la partie vraiment émergée de l'iceberg. C'est exactement, j'avais une métaphore, c'est comme si tu voulais soigner le sida en mettant du fond de teint sur un syndrome de Kaposi. Ça ne soignera rien, ça te permettra éventuellement de ne pas voir ton sida, mais tu vas quand même crever. C'est l'archétype de la loi pensée par des gens qui ne comprennent absolument rien à ce qu'il faut réguler. Je rappelle qu'à l'époque, Zuckerberg avait vendu à La République En Marche que ces algorithmes allaient pouvoir faire de la modération et que ces couillons l'avaient pris comme argent comptant. Aujourd'hui, on a les révélations de Frances Haugen qui montrent qu'ils en sont à 2-3% de capacité d'interception des messages problématiques avec de l'intelligence artificielle et que au sein de Facebook, les plus optimistes imaginent qu'ils pourraient atteindre 10% un jour. Donc ça donne une idée du mensonge de Zuckerberg vis-à-vis des politiques français qu'il avait cru sur parole parce qu'ils n'y comprennent rien. Parce qu'ils ont un mépris souverain de la chose technique. Tu prends les fondateurs des licornes françaises, tu as essentiellement des diplômés d'école de commerce ou de Sciences Po, c'est-à-dire des gens qui ne comprennent pas la technologie, mais qui comprennent le pitch, qui comprennent la vente, qui comprennent le marketing, mais qui ne savent absolument pas ce qu'il y a derrière. Mais absolument pas. Donc ça donne ces lois complètement stupides qui tentent de réguler un phénomène dont ils sont en large partie à l'origine, par ailleurs. Le déversement de haine sur les réseaux sociaux, c'est aussi la rencontre entre des gilets jaunes qui étaient effectivement très énervés et des meutes de trolls de La République En Marche qui avaient été pour une large partie abandonnés en rase campagne après la campagne présidentielle, puisqu'ils n'ont jamais été foutus de transformer ça en parti structuré. Et donc, du coup, ils ont eu une quantité de gugus qui avaient fait la campagne présidentielle, qui s'imaginaient à un moment qu'ils allaient reconstruire le monde, et puis, pour beaucoup, conquérir le pouvoir local, ont été abandonnés en rase campagne, dans leur boucle Telegram, avec un modus operandi qu'ils ont vu à l'œuvre dans toutes les hautes sphères de la Macronie, qui était on se réunit à 10, 15, 20 personnes dans un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp, et puis chacun sur Twitter ou sur Facebook a une dizaine de profils, et donc on grossit artificiellement notre présence en opérant 10, 15, 20 profils, et en donnant l'impression qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on l'est en réalité. C'était le modus operandi qui a fait un certain succès de la campagne de Macron, qui a fait beaucoup de dérives par la suite, parce que quand il arrive au pouvoir, chaque petite baronnie
s'est improvisé sa petite armée de trolls, le plus célèbre étant Marlène Schiappa, qui s'est fait griller à je ne sais combien de reprises à faire ce genre de truc, mais le groupe de couillons qui s'est imaginé faire de la politique à l'improviste dans je ne sais quelle banlieue, et qui a participé à la campagne de Macron et qui ensuite a été abandonné en race campagne, eux aussi, ils ont leur boucle Telegram, eux aussi se sont improvisés avec cette méthodologie, et eux aussi, voyant arriver les Gilets jaunes, se sont improvisés pour aller fighter contre les Gilets jaunes, aller faire de la contre-insurrection, et c'est pas un truc qui s'improvise, la contre-insurrection, c'est un métier. Donc ça a donné cette explosion de haine qui est à la fois un dispositif online de militantisme absolument mal maîtrisé de la part de la Macronie. C'était pas du tout volontaire, hein. Ils n'ont jamais pensé un instant que ça allait leur échapper. Ils ont juste conçu un truc sans avoir réfléchi à la gouvernance. Donc forcément, à un moment, ça leur a échappé. Un phénomène social qui était les Gilets jaunes, rendu possible par un algorithme, le tout a explosé, effectivement, en haine de part et d'autre. Hein. La haine est aujourd'hui très très bien répartie. Hein. Et puis, derrière tout ça, on a Laetitia Avia qui s'est dit « Oulala, il faudrait peut-être éteindre cet incendie parce que oulala, et qui a rédigé une loi qui, d'une part, était totalement anticonstitutionnelle, ce qui, pour une avocate, n'est pas très flatteur, et d'autre part, qui, de toute façon, dans le meilleur des cas, aurait gratté le haut de l'iceberg. Donc, n'aurait absolument rien résolu. Bien au contraire. On parle de la haine, mais il y a aussi les effets des fausses informations. Tu as cité tout à l'heure ce qu'on essaie de faire au Mali avec le debunking, et donc l'espèce de fact-checker, les chasseurs de complotistes. Alors, les chasseurs de complotistes, c'est autre chose que Ouais. les débunkers. Hein. Oui, J'allais te demander qu'est-ce que tu penses de ces deux phénomènes et le conspirationnisme, alors d'abord, il y a une base de phénomène qui est réelle. Hein. Un truc comme Thierry Messant, où vraiment ça va très 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 loin. Il y a une base du phénomène qui est plus une incompréhension de la chose technique, la 5G, ou le compteur Linky, ou ce genre de choses, ou face à un progrès technique qui dépasse tout le monde, il y a des gens qui commencent à angoisser face à ce progrès technique, et ils ont d'excellentes raisons d'angoisser face à ce progrès technique. Hein. Moi-même, je suis quelqu'un qui génère énormément d'angoisse face à ce progrès technique. Donc il y a toutes les raisons du monde d'angoisser face à ce progrès technique. Malheureusement, ça se cristallise sur des conneries. La 5G, le compteur Linky, tout un tas de trucs qui, parce que ça résonne avec des mythes, parce que ça résonne avec des angoisses ancestrales, tout d'un coup, on va paniquer sur la 5G ou le vaccin. Si tu prends des endroits comme par exemple la Guyane, le vaccin résonne avec un mythe local qui fait que les gens se transforment en chevaux. Et c'est très bien étudié par des gens qui ont la double casquette, médecin, ethnologue, j'en ai dans ma famille. Mais effectivement, si tu veux vacciner la population, il va falloir que tu t'attaques au mythe, quoi. Et comme le mythe, il est ancré depuis des générations et des générations et des générations, bah, tu vas pas les convaincre en étant dans la rationalité, c'est évident. Et donc ça fait naître quelque chose qui est aussi qualifié de complotisme, mais qui n'est pas du complotisme, qui est une angoisse fondamentale face à des choses qui sont incompréhensibles, au même titre qu'il y a 2 millénaires, il y avait des éclairs, et on disait, il y a un dieu qui est en train de balancer des éclairs, et il y en a un autre qui doit être en train de gérer les récoltes, il y a un troisième en train de gérer l'amour, et un quatrième. Et on s'est inventé quelque chose qui, aujourd'hui, serait qualifié de complotisme, qui, en fait, était les bases d'une mythologie. On a toujours ces phénomènes à l'œuvre. On a donc aussi une espèce de complotisme à la Soral, où, grosso modo, le moindre truc qui va de travers, c'est la faute des Juifs qui sont tous concertés et qui ont une espèce de club dans lequel ils organisent la destruction du monde. Et puis, tu as... et ça c'est vraiment très, très profondément ancré depuis, typiquement, l'antisémitisme, le protocole de Sion. Ça remonte à pas la nuit des temps pour le protocole de Sion, mais quand même à très, 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 très loin. Et puis, tu as un phénomène qui s'est greffé à ça, qui a été l'art subtil de qualifier de faire de la chasse au complotisme, ce qui finalement est une activité qui n'a rien de nuisible en soi, et d'agréger à tout ça des gens qui dérangent. Et j'ai eu j'allais dire la chance, mais vraiment pas, non, la malchance, à un moment, de mêler de ce qu'il fallait pas je mêle, en l'occurrence de surveillance. En 2009, je faisais partie des gens qui s'attaquaient à une loi idiote qui s'appelait Adopi. Et
en dépiotant les dimensions technologiques de cette loi, on est tombé avec des petits camarades à moi sur un brevet qui était déposé par un type qui était le professeur Rick Guidel à Supélec, je crois bien, qui proposait de couper la connexion Internet des gens qui étaient en train de télécharger un MP3 copyrighté et de la rétablir immédiatement derrière. Et à l'époque, ça nous paraissait complètement fou comme technologie. C'est complètement délirant. Je ne sais pas où il allait choper un truc comme ça, mais enfin, il avait quand même déposé des brevets et c'était un mec extrêmement sérieux. Donc on a creusé et on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait eu des expérimentations en Allemagne avec Universal et une boîte française qui s'appelait Cosmos, qui était une émanation d'un laboratoire de Paris 6, extrêmement sérieux, spécialisé dans les réseaux. Et on est tombé sur des technologies qui s'appellent toujours du Deep Packet Inspection, qui étaient ces fameuses technologies qui ensuite ont donné ces systèmes d'écoute de masse. Et évidemment, à l'époque, officiellement, ça n'existait pas, la surveillance, donc on a été qualifié de complotiste pendant plusieurs années. Entre 2010 et 2013, j'étais officiellement un complotiste. Et puis en 2013, Edward Snowden est arrivé et il a publié tout un tas de trucs qui ont montré que les Américains faisaient rigoureusement la même chose que nous. Et la plupart des gens qui nous qualifiaient de complotistes ont détourné le regard. Il y en a quelques-uns qui se sont revenus vers moi en me disant « Je suis désolé, j'ai fait partie des gens qui racontaient que, et effectivement, de toute évidence, c'était pas des conneries ce que vous racontiez. » Mais la plupart des gens ont juste détourné le regard et sont passés à autre chose. Mais ça m'a permis de vivre pendant 3-4 ans dans la peau d'un complotiste. Ce qui est objectivement pas une expérience très agréable. Ça m'a donné l'occasion de croiser des gens parfois très très étranges, mais aussi des gens qui étaient dans la même situation que moi, c'est-à-dire des gens qui avaient mis le doigt sur quelque chose où il ne fallait pas, t'as pas le droit d'en parler. Et encore aujourd'hui, je croise de temps en temps des gens qui, alors pour le coup, sont plutôt du domaine, non pas du complotisme, mais de la personne qui panique face à la technologie et qui est persuadée que la 5G va lui faire pousser des antennes, il va implanter une puce opérée par Bill Gates pour contrôler son esprit. Où là, j'insiste, c'est pas tant du complotisme qu'un mouvement de panique face à la technologie, et il y a toutes les raisons de paniquer face à la technologie, et qui, du fait qu'à un moment ou un autre, ils m'ont croisé dans cette période où j'étais moi aussi un complotiste et que moi, je suis sorti du purgatoire parce qu'à un moment, Edward Snowden est venu me sauver, ils sont persuadés que je vais leur valider le fait qu'effectivement, Bill Gates est en train de leur implanter une puce à travers la 5G pour prendre le contrôle de leur cerveau. Il y a vraiment des gens qui sont dans ce mouvement de panique, et c'est à mon sens quelque chose qu'on devrait adresser de façon totalement distincte du complotisme, façon les Juifs se réunissent tous les samedis à la synagogue pour opérer la grande destruction de la planète. C'est deux choses parfaitement distinctes, c'est deux problèmes totalement distincts. Il y en a un qui est vraiment du complotisme, le protocole des sages de Sion. Il y en a un autre qui a un mouvement de panique vis-à-vis de la technologie, qui à un moment va s'emballer et agréger tout un tas d'angoisses du moment, Bill Gates étant un sujet d'angoisse, de quoi un peu angoissé quand on connaît un peu le personnage. Mais est-ce que finalement, cette histoire de complotisme, c'est pas en train de dérailler et d'attaquer des personnes qui, comme tu le soulignes, devraient pas l'être? Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les classes dominantes d'imposer leur idéologie, quand on parle du marxisme en particulier, quoi? Ouais, ça déraille depuis un bout de temps. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré ce concept il y a une dizaine d'années quand je m'attaquais à la surveillance de masse. Je me suis aperçu qu'effectivement, le qualificatif de complotiste, ça permet aussi d'évacuer du débat public des gens qui dérangent et de les ramener à côté de Alain Soral ou les Illuminati. Et puis le problème, c'est que il y a ces fameux algorithmes qui ont commencé à polariser l'opinion. Donc cette idée d'éliminer du débat public des opposants qui posent des mauvaises questions, il a fallu évacuer de plus en plus de gens, parce que la polarisation aidant, surtout avec un pouvoir actuel qui est centriste, on va dire, ça fait beaucoup de complotistes. Donc on est arrivé à un moment où, on va dire, le système médiatique représentait un tiers de l'opinion publique, pas plus. C'était avant CNews. CNews a changé un peu la donne. Mais jusqu'à l'arrivée de Bolloré dans le champ médiatique, on avait un système médiatique qui représentait grosso modo l'équivalent d'un tiers d'opinion publique. Les deux autres tiers étaient ailleurs.
et donc facilement relégables, s'ils ouvraient leur gueule sur les réseaux sociaux, de complotistes, conspirationnistes, fascistes, etc., etc. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à certainement moins d'un tiers qui est représenté par cet ancien bloc. Alors, CNews est arrivé, CNews Europe 1, enfin le groupe Bolloré est arrivé pour, on va dire, donner de la liberté d'expression à des gens qui en étaient privés jusqu'ici, pour le meilleur ou pour le pire. Hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réalité, c'est que la fenêtre d'Overton s'est largement ouverte avec CNews. Et puis on a aujourd'hui la moindre personne qui déborde du cadre du camp du bien, qui est immédiatement qualifié en ce moment, l'insulte à la mode, c'est fasciste, c'est pas tant complotiste, parce que complotiste est quand même très très usé, et puis à force d'avoir des gens qui étaient traités de complotistes et qui s'avèrent dire la vérité, ou le qualificatif de complotiste est de moins en moins efficace, celui de fasciste, n'importe qui a fait un minimum de sciences politiques voit bien que le fascisme, c'est pas ça, quoi. C'est quand même quelque chose d'assez défini, le fascisme. Alors, il y a toujours les gens qui vont dire non, mais ça a évolué, maintenant le fascisme, ça touche ça, mais ça veut plus dire grand-chose. Donc, on est aujourd'hui dans des espèces de panades. Là-dessus arrive ce concept valise de fake news, avec cette idée complètement délirante des médias qui voulaient que eux racontaient la vérité, qu'en face, sur les réseaux sociaux, ils avaient des méchants qui racontaient des trucs faux. Alors, pour le coup, c'était pas faux. Il y avait beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux, mais il y en a tout autant dans les médias. Enfin, peut-être pas tout autant, mais il y en a quand même beaucoup dans les médias. Et tu connais le proverbe africain, quand tu montes au cocotier, il faut avoir le cul propre. C'était absolument pas le cas des médias. Donc, du coup, c'est aussi un exercice qui a tourné au ridicule, où tout d'un coup, tu as des médias qui eux-mêmes diffusaient des fake news parce qu'ils relayaient docilement des politiques qui eux-mêmes racontaient des fake news, qui se sont mis à hésiter à débunker du politique parce que c'était quand même un peu délicat, ou alors à faire la distinction entre des erreurs et puis des fake news. Et tout ça s'est pris les pieds dans le tapis, et aujourd'hui, c'est complètement ridicule. On est entré dans l'ère de la post-vérité, hein, qui a été merveilleusement introduite par Donald Trump, où, à l'heure actuelle, statistiquement, il vaut mieux partir du principe qu'un politiquement. Hein, d'un point de vue purement mathématique, c'est la meilleure façon d'appréhender la vérité chez les politiques. Et comme ils sont à l'origine d'une large partie des informations, et que l'autre partie des informations émane de services marketing de multinationales qui elles-mêmes sont pas très regardantes avec la vérité, on est dans l'ère du mensonge. Donc, jouer les chevaliers blancs de la chasse aux fake news, de la chasse aux conspis dans cet univers-là, c'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Et c'est pas une bonne nouvelle, hein, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Il va falloir aujourd'hui que tout un chacun, que le citoyen de base apprenne à vérifier une information, croiser des sources. Et ça, on peut pas le faire sur toutes les informations qu'on ingère au quotidien, c'est pas possible. On peut le faire sur un domaine dans lequel on a une affinité particulière, une expertise particulière, mais tu peux pas partir du principe que tu vas croiser les sources et vérifier toutes les informations que tu te manges au quotidien. C'est absolument humainement pas possible. Et du coup, t'es quand même obligé de prendre beaucoup de recul avec ce qu'on te raconte, hein, et surtout de te méfier comme de la peste de cette espèce de dichotomie débile des gentils, des méchants, avec d'un côté les gentils qui sont très gentils, de l'autre côté les méchants qui sont très méchants et qui racontent que des faussetés, alors que les gentils racontent que des vérités, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, du tout. Donc on entre dans une ère de l'hypercomplexité face à l'information, d'autant plus qu'elle est transmise par ces fameux algorithmes qui complexifie encore les choses, et qu'au milieu de tout ça, on a une classe politique qui appartient au XXe siècle et qui n'aurait jamais dû en bouger. On a une classe médiatique qui, pareil, appartient au XXe siècle et qui ne comprend rien aux technologies, qui en plus on a une trouille bleue parce qu'elle sent bien que les technologies vont la tuer, et elle a bien raison. Là-dessus, elle ne se trompe pas. Donc on est vraiment rentré dans du grand n'importe quoi informationnel, et c'est sûr que pour des gens qui font de la guerre informationnelle, ce qui n'est non pas ma spécialité, mais en tout cas ce que j'enseigne, mais un truc qui me passionne, c'est une ère extraordinaire, quoi. Tout est possible,
Absolument, tout est possible. Ouais, il y a d'autant plus besoin d'avoir des gens qui vont faire des enquêtes et qui vont essayer quand même de pointer du doigt et de mettre la lumière, le coup de projecteur là où ça C'est fait compliqué mal. parce que les gens qui ont fait des enquêtes se sont tous cramés. Enfin, le fameux debunking, qui est un truc qui à l'origine était tout à fait louable, hein, est devenu très militant. Aujourd'hui, ressemble plus à... Enfin, je dis maintenant, Zemmour a son service de debunking, donc ça commence à se diffuser, mais pendant très longtemps a été l'apanage du camp du bien pour lutter contre le camp du mal, donc c'est pris dans une logique militante, et puis est mort du Covid, hein, pour être très clair. C'est à partir du moment où ils ont commencé à traiter de conspi et de fake news, des informations qui sont par la suite avérées comme vraies, c'est fini. C'est fini. La crédibilité, ça se perd par saut et ça se gagne par goutte, donc c'est terminé. Ils n'ont plus aucun levier d'action sur l'opinion publique, c'est terminé. Je voudrais souligner deux petites choses là, dans ce dont on vient de parler, parce que la première, tu as modestement dit, oui, mais moi j'ai fait quelques enquêtes en 2008-2009. Jusqu'en 2013, hein, 2013-2014, j'ai arrêté d'écrire en 2013-2014. Mais quand tu as fait des enquêtes sur les opérations en Libye ou en Syrie, tu as eu des vrais problèmes en fait. Oui. Alors précisons d'abord que j'ai pas fait des enquêtes tout seul dans mon coin. J'ai fait partie d'un team d'investigation qui est toujours d'ailleurs composé de journalistes et de hackers, ou de hackers qui sont aussi journalistes, qui ont travaillé bien avant tout le monde sur des trucs comme de la big data, des machins, des trucs comme ça, et qui ont mis à jour quelque chose qui s'appelle IOL, qui est le système de surveillance des citoyens français par les autorités françaises, mais aussi les systèmes de surveillance de Kadhafi, de Bachar el-Assad, de tout un tas de pays, du Maroc, et qui étaient des technologies françaises que la France revendait à tout un tas de gentilles démocraties comme la Syrie ou la Libye de Mouammar Kadhafi. Avec des contreparties. Hein. Donc ça nous a valu, dans un premier temps, d'être qualifiés de complotistes, et ça nous a même valu d'être menacés de mort à un moment, de façon très très sérieuse, hein, pas les menaces de mort d'un inconnu sur Twitter qui t'offre des fleurs, hein, non, vraiment des vraies menaces de mort de gens tous cafés sérieux. C'est quoi concrètement ? Alors concrètement, ça prend la forme de remontées d'informations, de sources croisées. Ça émanait de marchands d'armes qui étaient dans... Les circuits de vente de systèmes de surveillance et de vente d'armes, c'est les mêmes commerciaux, c'est les mêmes circuits commerciaux. Et donc ça émanait de gens on salopait leur business, quoi. Donc on leur faisait perdre des millions. On a quand même provoqué des dégâts considérables. Amésis, qui était le fleuron de la surveillance de masse à la française, aujourd'hui c'est quasiment mort. Le patron de Cosmos a été traîné devant le tribunal de la Haye pour complicité de crimes de torture. Enfin, on leur a quand même infligé des coups. On peut comprendre que les mecs, à un moment, se sont dit on va buter ces connards, quoi. Moi, même si j'avais été marchand d'armes et qu'on m'avait fait chier comme ça, je pense que ça m'aurait effleuré l'esprit. Le cas d'IOL dont tu parles, vous avez sorti cette histoire aussi dans Mediapart, ouais. Et en fait, ça n'était repris de nulle part. Nulle part. Alors, c'est le plus grand échec journalistique peut-être pas de la décennie, parce qu'il y en a certainement eu tout un tas d'autres dont je ne me suis pas aperçu. En tout cas, c'était vraiment une grosse baffe journalistiquement parlant, parce qu'on avait mis le doigt sur le système de surveillance mis en place à l'origine par Sarkozy et perpétué par ses successeurs, qui permettait de surveiller les citoyens français, donc un truc totalement illégal, aux antipodes de toute valeur démocratique. Et on s'était vraiment imaginé, une fois qu'on avait vraiment réuni les pièces du puzzle, parce que dans cette équipe, il y a des journalistes hardcore, des gens qui travaillent au Canard, qui ont bossé pendant 10 ans dans des investigations financières au Monde ou chez Mediapart, donc qui ne publient rien s'ils ne sont pas capables de se prendre un procès et de le gagner au la main. Et qu'on avait vraiment toutes les pièces du puzzle qui nous permettaient de dire « allez-y, attaquez-nous ». On n'a jamais été attaqués d'ailleurs. Attaquez-nous, on vous attend au procès. On publie ça dans Mediapart. On s'attend à une reconnaissance de « waouh, quand même, extraordinaire, cette alliance de hackers et de journalistes qui investiguent sur des sujets technologiques extraordinaires ». Que dalle. Aucune reprise, hein, que dalle. Et aucune réaction de l'opinion publique. C'était encore pire qu'un gros fail journalistique. S'apercevoir que des trucs sur lesquels tu as consacré des années de ta vie, même risqué ta vie, font que Michu, on n'a rien à foutre. Hein. Alors que vraiment, c'est la démocratie qui est en train de crever. Ça calme pour les vocations de journalistes. Hein,
Mais justement, pour toi, c'est quoi l'avenir des médias dans ce contexte où, en plus, via les réseaux sociaux, tu as une espèce d'archipélisation de l'information où les gens sont dans leur petite bulle et savent même plus ce qui se passe à côté, voire ils ont même leur propre réalité qui est créée faussement par... Ça dépend de ce qu'on appelle média, en fait. Il y a un média que j'aime beaucoup, je vais faire dans la provoque, qui est Reworld. Reworld, c'est une ferme à contenu d'un type qui a racheté des médias qui sont assez connus. J'ai pas les titres en tête, mais il y a notamment Science et Vie là-dedans, mais des dizaines de titres de presse française qu'il a racheté. Il a viré les journalistes, il a remplacé ça par des rédacteurs payés au lance-pierre, qui n'ont aucune expertise, enfin, qui sont pas plus experts que les journalistes finalement. Sauf sur Science et Vie où il y avait vraiment des experts. Et tout d'un coup, c'est un groupe de presse florissant qui fait des bénéfices spectaculaires dans le cours de bourse d'école, et c'est le seul qui a un modèle économique. Ça, c'est très symptomatique des médias français. La plupart des médias français, en réalité, sont déjà dans cette logique-là. Mais ils s'encombrent avec des journalistes qui coûtent cher, qui, de temps en temps, font chier, de moins en moins, mais quand même. Et puis d'une lourdeur qui fait qu'ils n'ont pas cette souplesse qu'a Reworld, qui peut vraiment déployer un vrai modèle économique de produire du contenu pour faire du clic. Point barre. Quelle que soit la qualité du contenu, on s'en fout. Et malheureusement, la plupart des médias vont vers ça. On parlait de CNews tout à l'heure. CNews, ça produit du plateau de télé au kilomètre dans le but de faire de l'audience. La vérité, machin, c'est pas, c'est accessoire. Mais objectivement, BFM, pas plus. C'est juste, ils tournent pour un camp qui est le camp du bien, alors que CNews tourne pour le camp du mal. Mais sinon, c'est pas fondamentalement différent. Je dis ça et je suis régulièrement invité sur les deux plateaux. Ces médias-là ont un avenir dans la course au clic. À l'opposé, on a des médias du type Mediapart, où là, tu as des journalistes hardcore à l'ancienne, qui fait de l'investigation, qui peut passer 4 mois sur une investigation à faire que ça, parce qu'il y a un autre modèle économique qui fait qu'ils ont les moyens de faire ça. Ça a aussi de l'avenir. Entre ces deux extrêmes, il n'y a rien. Il n'y a plus de place, absolument plus de place. L'arrivée de CNews a quand même eu un grand mérite, c'est que ça a permis d'arrêter avec cette blague des journalistes neutres. Donc aujourd'hui, c'est clair que tu as d'un côté BFM qui roule pour Macron, de l'autre côté CNews qui roule pour hier Le Pen, aujourd'hui Zemmour, après-demain Le Pen, ça se trouve, on ne sait pas, mais enfin clairement pas pour Macron. Mais en tout cas, c'est difficile pour BFM, et quand je dis BFM, c'est symbolique, hein, c'est tout ce gros groupe média qui n'est pas le groupe Bolloré, les médias des autres milliardaires que Bolloré. Aujourd'hui, bon, c'est clair, il roule pour Macron, quoi. Ça, de temps en temps, il lui tape dessus, mais c'est lui aussi, de temps en temps, tape sur Marine Le Pen ou sur Zemmour. Ça donne l'impression d'avoir une vague diversité. Mais au moins, on a arrêté cette grande blague de non, on est journaliste, on est neutre. C'est fini. Et il faut être très reconnaissant à Bolloré pour ça. Il aura au moins apporté ça. J'imagine que tu partages la vision de Shoshana Zuboff qui dit que finalement, Google, Facebook, c'est vraiment antithétique à la démocratie et on rentre en plein dans un capitalisme de surveillance dont on est, comme tu dis, Mme Michu se dit, de toute façon, moi je m'en fous d'être surveillé, j'ai rien à cacher. Voilà, la connerie habituelle de j'ai rien à cacher. Ce qui est une... Et tu réponds quoi, toi, à ça, déjà ? J'ai pas trouvé la bonne réponse. Et je suis souvent confronté à ça, par tout un tas de gens, que ce soit Mme Michu, des gens vraiment intelligents et qui, pareil, sortent ce genre de conneries. Donc, tu as une approche qui est de dire, oui, mais ton carnet d'adresse, ça contient des informations qui ne sont pas les tiennes, donc ceux-là, c'est des gens qui te l'ont confié, qui t'ont fait confiance, peut-être qu'eux ont des choses à cacher. Ça marche pas terrible. C'est vraiment, j'ai pas trouvé la bonne réponse la bonne objection à j'ai rien à cacher. Ce qui est une connerie ineffable. La vie est un long fleuve tranquille aussi, ça peut marcher. Peut-être qu'avec Zemmour, ça va mieux marcher. T'as rien à cacher aujourd'hui, mais demain. On a des exemples historiques, justement, de cet exemple où demain, ça peut mal tourner. T'as rien à cacher, t'es homosexuel ? À demain. T'es vraiment sûr que t'as rien à cacher ? T'as rien à cacher, t'es marxiste, mais demain ? T'es sûr que demain, va pas t'arriver un problème ?
Et puis dans les années 40, on a eu d'autres exemples aussi. Dans les années 40, on a eu de merveilleux exemples. Dans les années 40, on a eu plusieurs histoires qui sont très, très marquantes. La première, qui est probablement la plus signifiante, c'est le recensement fait par les Pays-Bas de leur population. Et donc, on recensait sur des cartes perforées, qui étaient l'équivalent des disques durs de l'époque, les populations. Et la Hollande, elle le fait encore aujourd'hui, tout comme l'Allemagne, finançait les lieux de culte à hauteur des pratiques. Et donc, pour savoir combien donner à telle église et telle église, il fallait bien recenser les pratiques religieuses de la population. Et donc, dans le recensement, on disait que c'est quoi votre religion ? Et on le notait. Et on l'inscrivait dans un fichier informatique. Et ça se passait très bien. Et ils avaient une façon de gérer la religion qui n'est pas la laïcité à la française, qui se passait très bien jusqu'au jour où ils sont fait envahir par les nazis et que les nazis ont pris la base de données des cartes perforées. On disait « sors-moi tous les juifs ». Et ça a dû prendre, pas aujourd'hui ça prendrait quelques millisecondes, à l'époque ça a quand même dû prendre quelques minutes, ça, la mécanographie c'est un truc beaucoup, beaucoup plus long que l'informatique, mais enfin toujours est-il qu'ils ont eu un fichier nominatif des juifs du pays et que c'était assez facile de les exterminer après. Alors quel avenir pour la démocratie dans ce C'est mort, la démocratie, c'est fini. Alors il y aura quoi ? Il y aura autre chose. Alors, certainement pas de dictature, parce qu'on n'est pas la Corée du Nord, ni le Venezuela, mais autre chose. Une démocratie, ça repose sur des principes très très cons. D'abord, indépendance des trois pouvoirs et autonomie des trois pouvoirs, exécutif, parlementaire et justice. En France, à partir du moment où Chirac a synchronisé le mandat parlementaire sur le mandat présidentiel, le Parlement est devenu un bureau d'enregistrement de l'exécutif. Donc on a éliminé l'essentiel du parlementaire. Il reste le Sénat, heureusement. Mais l'Assemblée nationale ne sert absolument à rien. Ensuite, l'indépendance de la justice, ça n'a jamais vraiment été un fort de la Ve République. C'est pas le fort de la Ve République. D'entrée de jeu, la Ve n'est pas très, très démocratique à la base. Elle ne devait sa démocratie qu'au bon vouloir des présidents. Et là, c'est pas vraiment l'air du temps. Ensuite, on a l'intégration continue de Vigipirate et de l'état d'urgence dans le code... le business as usual de la démocratie française. Et donc, ce qui était censé être un état exceptionnel d'urgence qu'on a déclenché, notamment post-Bataclan, aujourd'hui intégré dans la loi. Donc, ça n'est plus tant un état d'urgence qu'un état normal. Et puis, depuis 1 an et demi, maintenant, on est dans un état d'urgence sanitaire. Donc là, le Conseil de ministres ne sert plus à rien. C'est fini. Il y a des effets cliqués dans ces effets-là qui fait qu'on ne reviendra pas à un état démocratique. Là-dessus, il faut se faire un deuil. C'est terminé. À partir du moment où un pouvoir central est en capacité de surveiller la totalité de sa population, tu n'es plus en démocratie. Maintenant, attention, on n'est pas en dictature pour autant. C'est pas... La démocratie et la dictature, c'est un long continuum. Si tu prends d'un côté les Suédois ou... j'aime bien les Suisses, moi, en modèle démocratique. C'est à côté, ça porte à côté. C'est facile de rencontrer des Suisses et de parler de politique avec des Suisses. Mais les Suisses qui passent leur temps à voter sur tout et n'importe quoi, qu'on sonde en permanence et qui participent dans les conversations de bistrot à la vie politique continue et qui, au passage, se foutent totalement des hommes politiques. Ce qui les intéresse, c'est les idées. Les hommes politiques qui les portent sont contre-cars, les Suisses. Et qu'on imagine que le Suisse est l'une des versions les plus abouties de la démocratie sur Terre. Et de l'autre côté, on va prendre la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardon, parce qu'ils sont quand même caricaturaux et drôles, dans le genre dictature complètement absurde et délirante. Et au milieu, on va mettre notre ami Vladimir Poutine, qui a quand même un parlement, une vague opposition politique, et puis une justice vaguement indépendante. Où se situe la France entre la Suisse et Vladimir Poutine ? Elle est objectivement beaucoup plus proche de Vladimir Poutine que de la Suisse. On va même pas parler de la Suède, où en Suède, si tu achètes une boîte de chocolat sur tes frais parlementaires, tu te fais lapider dans la rue. Et tu es obligé de démissionner le lendemain, en présentant tes excuses devant toute la population. On imagine ça en France ? Non, donc on est dans cet entre-deux. Parce qu'au cœur de tes préoccupations aussi, et que tu dénonces souvent, c'est la corruption. Et en fait, c'est amusant parce qu'il y a un lien aussi entre la corruption et les GAFAM. Oui, les GAFAM se sont ils ont adopté un système de corruption qui était la norme dans la banque, qui s'appelle les revolving doors. Il y a
un phénomène de revolving door entre la haute fonction publique en charge du numérique en France et les GAFAM. Et c'est naturel pour des hauts fonctionnaires de terminer vice-président de n'importe quoi chez les GAFAM. Par exemple, chez Facebook aussi, il y en a un bel exemple. Chez Facebook, chez Microsoft, chez Google, partout. Chez Oracle, chez Huawei. On a un ancien Premier ministre qui travaille pour Huawei maintenant. C'est la norme. C'est vraiment la norme. Et là encore, il y a un truc très déconcertant qui me fait dire que la démocratie française est morte. C'est que ça dérange personne. Et si on revient sur les GAFAM, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont acheté la France finalement ? Oui, les GAFAM. Parce qu'il y a un aspect de colonisation quelque part dans leur... Il y a une dimension colonisation amusante. Si alors pas tous les GAFAM, mais si on regarde des GAFAM du type Microsoft, Amazon, Google, en fait tous sauf Facebook et Apple. Ces trois GAFAM, Microsoft, Google et Amazon, vendent de l'infrastructure. Une très large partie des profits d'Amazon est liée au cloud, pas à la vente à distance. Et ils vendent ce cloud à tout le reste de l'économie qui a besoin de ce cloud pour profiter de ces gains de productivité dont on parlait tout à l'heure, pour être plus productif, plus profitable, plus tout ça. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ces trois-là représentent l'essentiel du marché du cloud en Europe et ailleurs d'ailleurs. Ce qui fait que toute l'industrie et le service en Europe est en train de se reconstruire sur ces clouds-là. Et très concrètement, demain, tous ces gains de productivité, tous ces profits supplémentaires seront totalement aspirés par des licences de cloud qui aujourd'hui sont totalement bradées, mais qui demain augmenteront. Aujourd'hui, on est dans une phase où, pendant encore 10 ans, on va développer et conquérir des marchés, s'octroyer des parts de marché. Et puis, une fois que le marché du cloud sera stabilisé, là, les licences vont augmenter de façon spectaculaire et tous tes gains de productivité de toi qui est Renault, toi qui est Carrefour, toi qui est... seront aspirés par ces GAFAM, qui diront par ici la bonne soupe. Et ce qui se passe, en fait, si tu y réfléchis, on a fait exactement la même chose à l'Afrique. Au XVIIIe, surtout au XIXe siècle, on a installé des infrastructures et de la logistique pour exfiltrer des matières premières pour notre profit, en dépossédant des populations locales. C'est rigoureusement ce qui est en train de se passer. Alors ça peut être drôle si tu es anticolonialiste, parce que finalement... Tu veux dire qu'ils nous font ce qu'on a fait l'Afrique, en fait ? Ils nous font exactement ce qu'on a fait l'Afrique, de façon beaucoup plus soft, infiniment plus soft. Mais sur le fond, d'un point de vue strictement économique, c'est rigoureusement la même chose. D'un point de vue droit de l'homme, c'est quand même plus cool. Il faut reconnaître ça aux GAFAM. Mais d'un point de vue économique, c'est la même chose. Et on a exactement le même avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir de souveraineté numérique ou de... Quand on nous en parle, c'est... Alors, sur le cloud, c'est encore jouable, parce que certes, on a du retard, mais on est tout à fait capable d'avoir des offres cloud qui soient françaises ou européennes et de faire en sorte que ce grand transfert de valeur, qui est inéluctable, dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir un gigantesque transfert de valeur entre l'industrie et les services et le cloud. Mais on peut faire en sorte que ce transfert de valeur ait lieu en faveur d'acteurs européens. Et que donc, grosso modo, ça sera très dur pour beaucoup de... Vraiment, il va y avoir un transfert de valeur massif. Mais on peut imaginer, si on prenait les bonnes décisions, s'il n'y avait pas de corruption, si ma mère en avait, que ce transfert de valeur ait lieu en faveur d'acteurs européens. Et que du coup, l'Europe, en tant que telle, ait un PIB qui ne se fondre pas. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est absolument pas ce qui se passe. On est en train de filer tout ça aux GAFAM. Et à terme, on va avoir un appauvrissement considérable du continent européen au profit de ces acteurs-là qui n'ont pas fini de grossir. Après, ils vont probablement se taper un petit pépin boursier parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme tu le sais, et ces valorisations sont complètement délirantes. Mais leur capacité à créer de la valeur, elle n'est pas du tout liée à leur valorisation. Enfin, si, elle est liée à leur valorisation, mais elle ne va pas s'altérer pour autant. Ils vont continuer à créer cette valeur, et cette valeur, elle vient d'où ? Elle vient de leurs clients. Ils vont aspirer de plus en plus leurs profits. Est-ce que c'est pas triste au final de se dire que finalement on risque d'avoir un écroulement de la démocratie à cause du progrès technique, alors que ça a souvent été porteur d'espérance, de progrès social, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, quelle vision justement sur le progrès ? Le progrès, c'est quelque chose d'assez pervers, si tu veux, parce que c'est un concept qui est apparu au siècle des Lumières, dont est née l'idéologie progressiste dans laquelle on baigne tous, et qui est basée sur un axiome très simple, qui est que le progrès technique sous-tend un progrès social.
Et ça a bien marché pendant pas mal de temps. Alors, il y a des nuances à apporter, hein, notamment en allant regarder du côté de Marx, mais malgré tout, depuis, pendant 2 siècles, le progrès technique sous-tendait un progrès social. Et c'est absolument indiscutable que un être humain dans la société occidentale à la fin du XXe siècle avait des conditions sociales bien plus enviables qu'un être humain à la fin du XIXe siècle. Le problème, c'est que le progrès s'est appuyé à partir des années 60-70 sur l'informatique. Tout le progrès. Aujourd'hui, si tu fais de la recherche en bio, ou en nucléaire, ou en n'importe quoi, tu t'appuies sur de l'informatique. Et donc, toute cette capacité à générer du progrès et des plus-values est indexée sur la capacité de l'informatique à te fournir de la puissance. Et cette puissance, elle est, grosso modo, pour faire simple, elle obéit à la loi de Moore, c'est-à-dire qu'elle double tous les 18 mois. Et donc, le progrès, il est exponentiel. Et c'est quelque chose que, notamment dans notre génération à nous, on peut très très bien palper. On se souvient de ce qu'était le progrès en termes de ce que gadgets technologiques qu'on était gosse, et aujourd'hui, on voit bien que ça va beaucoup, beaucoup plus vite aujourd'hui que ça n'allait que quand on avait 15 ans. Et ça ne t'a pas échappé, le progrès social, lui, ne suit pas une courbe exponentielle. Donc on a depuis, grosso modo, les années 70, mais c'est palpable depuis finalement ces 20 dernières années, une décorrélation totale entre progrès technique et progrès social. Et du coup, c'est la fin du progressisme. La promesse du progressisme, en tant que promesse politique et contrat social, c'est fini. Totalement fini, à cause de l'informatique. Donc finalement, les réseaux sociaux ne sont qu'une itération de cette mort du progressisme, du fait que on a appuyé le progrès sur l'informatique depuis maintenant 50 ans, et que, manque de peau, le progrès social n'a pas suivi une courbe exponentielle. C'est les cours de bourse de ces GAFAM qui ont suivi une courbe exponentielle. Donc on repose avec un effet d'inertie sur le progressisme et avec une idée que le progressisme c'est bien parce qu'on est tellement habitué depuis 2 siècles que c'est difficile de se remettre en question. Mais entre le fait que la promesse de base du progressisme, d'appuyer un progrès social, est rompue depuis belle lurette, et que le progressisme se base quand même sur la disponibilité d'énergie en quantité infinie, sans effet secondaire, et la possibilité d'avoir des matières premières en quantité infinie sans effet secondaire, ce qui malheureusement est faux, toujours été faux, hein, mais on va dire qu'on s'aperçoit de façon assez évidente que c'est faux depuis pas si longtemps au final, hein, honnêtement. Ouais, 15 ans, ça fait 15 ans qu'on sait que qu'on peut pas nier le fait que c'est complètement faux et que l'énergie n'est pas disponible en quantité infinie et que les matières premières ne sont pas disponibles en quantité infinie, que tout ça a des conséquences qui sont bien fâcheuses. C'est mort le progressisme, malheureusement. Et c'est bien triste, hein, parce c'est pas comme si on avait autre chose à proposer de réjouissant et d'enthousiasmant pour les décennies à venir. Mais très clairement, le progressisme, comme contrat social, c'est terminé. Et du coup, la démocratie aussi, c'est terminé. Mais la démocratie, au même titre que le climat, on la voit mourir en ce moment, sous nos yeux. Donc c'est pas que ça va mettre à mal la démocratie, ça y est, c'est fait, c'est derrière nous. La démocratie est terminée. On est, j'insiste, pas en dictature, mais on n'est plus du tout en démocratie. Et on n'y reviendra pas. Malgré tout une note d'espoir, la plupart des gens ont entendu parler de la blockchain à travers les crypto-monnaies, malheureusement. Il y a bien plus que les crypto-monnaies derrière la blockchain. Il y a notamment un truc qu'on appelle les DOA, c'est-à-dire la capacité de coder des organisations. Et c'est pas une alternative aux démocraties, hein, mais c'est une voie des plus intéressantes et des plus prometteuses pour réinventer les organisations humaines, que ce soit des entreprises ou autre chose. Hein. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prometteur, de très enthousiasmant, qui permet d'envisager autre chose que spéculer sur des cryptos, qui est certes rigolo, ça apporte du pognon, mais c'est vraiment le tout petit bout de la lorgnette du potentiel que couvre la blockchain. Et du coup, accessoirement, ça donne matière à s'enthousiasmer. Pas tous les jours, surtout avec des mecs comme moi. Alors justement, en conclusion, on a une question traditionnelle qui est qu'est-ce qui, selon toi, n'est connu de presque personne et qui pourtant mériterait d'être connu de tous ? Il y a un truc qui, moi, m'épate, parce que j'ai vécu ça à travers ma petite expérience de journaliste, de sortir un truc incroyable et de faire un flop total. C'est ce qu'est en train de faire Denis Robert en ce moment avec Blast.
Et alors pour le coup, c'est pas que c'est gratuit, le modèle économique fait que c'est un financement participatif, mais les contenus sont gratuits, donc vraiment tout le monde peut aller voir les contenus de Blast. Et je vous conseille d'aller voir les contenus sur la Syrie ou la Libye, tout particulièrement la Libye sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et les dessous des cartes de la Libye, le Qatar, BHL, Sarkozy, c'est juste ahurissant, d'une part de ce que ça raconte, qui montre bien la mort de la démocratie française, et surtout le niveau de corruption de la démocratie française, et d'autre part sur le niveau de corruption totale du système médiatique français. Le fait qu'il n'y ait pas eu une seule reprise des révélations qu'a amené Denis Robert dans Blast dit énormément sur le système politico-médiatique. Plus encore qu'il ne dit sur ces révélations que je vous laisse découvrir. Parce que c'est pas de la censure. Il n'y a pas tant de censure que ça en France. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par filtre. On va laisser de côté des informations qui dérangent parce que on les a pris comme vérité révélée et que les remettre en question serait un cataclysme dans la crédibilité du système.